Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va peut-être attendre 1 minute ou deux, le temps que les retardataires se connectent. N'hésitez pas à nous dire dans le chat en attendant, à vous présenter, à présenter votre société et nous dire si le son est de bonne qualité aussi. Voilà, pour le principe, on est là pour parler des élections professionnelles, hein, qui est un sujet d'actualité en ce moment. Donc chez Agrum, on a développé à la fois une plateforme pour gérer la procédure d'élection, donc établir le calendrier, générer les documents, suivre la procédure, donc nous avec nos clients, mais également ça peut servir entre n'importe quel conseil et son client, ou un DRH avec ses différentes entités en interne. Et puis en deuxième volet, on a développé également une plateforme de vote électronique qui est homologuée par un expert indépendant qui est accrédité par la CNIL. On respecte en fait ni plus ni moins la loi sur ces questions-là. Et cette plateforme est mise en place sur demande, par dossier, donc il y a une prestation spécifique pour organiser le vote d'une entreprise qui peut aller de 11 salariés jusqu'à 10 000 salariés. Donc pour les besoins du webinar, je vais mettre à l'écran ce que vous avez déjà Agrum, donc la partie logicielle qui permet d'établir le calendrier et les documents, puisqu'on l'a développé évidemment sur une logique chronologique et qui est très simple à suivre pour présenter comment organiser ces élections professionnelles. Je me permets juste une petite intervention. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans le chat et en fait, à la fin de la présentation du webinar qui va durer environ 1 heure, tout dépendra de vos questions, et de ce que vous souhaitez voir également. On reprendra chacune de ces questions et on pourra vous apporter des réponses concrètes. Donc n'hésitez pas dans le chat à y aller sur les questions. Ok, je pense qu'on peut commencer. Il est On peut commencer. 11h03, et puis voilà, s'il y a des retardataires, ils prendront en route. De toute façon, le webinaire est enregistré, le replay sera disponible pour tout le monde. Voilà, n'hésitez pas, et n'hésitez pas à poser vos questions donc en cours de webinaire pour qu'on y réponde à la fin. Alors, les élections, il y a 4 types d'élections qui peuvent être mises en place, ou 4 circonstances dans lesquelles vous pouvez être amené à mettre en place des élections. Donc, vous avez dépassé 11 salariés sur une période de 12 mois. C'est vos premières élections. Vous pouvez également avoir un CSE, et le terme des mandats qui est par défaut de 4 ans est arrivé. Donc il faut mettre en place, faut anticiper le renouvellement des représentants du personnel. Vous pouvez avoir également en cours de mandat des élus qui ont disparu, soit qu'ils ont démissionné de leur fonction de représentant du personnel, soit qu'ils aient démissionné de leur fonction de salarié, ce qui emporte automatiquement la démission de leur fonction de représentant du personnel. À partir du moment où vous avez un collège qui n'est plus représenté, ou que vous avez perdu la moitié au moins des titulaires, dans ce cadre-là, il faut organiser des élections partielles qui vont se tenir, donc c'est une forme simplifiée, il n'y a pas besoin de renégocier un protocole d'accord préélectoral, et les personnes élues le seront pour le restant du mandat à courir. Et la dernière élection, donc, qui est plus rare, c'est des élections complémentaires qui peuvent être mises en place uniquement, et j'insiste, uniquement par accord d'entreprise. On est dans la configuration où une entreprise va, par exemple, grossir très vite, je sais pas, une fusion, une absorption, ou une augmentation d'effectifs, et les représentants du personnel et l'employeur considèrent qu'il y a un besoin d'augmenter le nombre d'élus, et pour cela, on va mettre en place des élections qui ne seront pas partielles, qui seront complémentaires puisqu'elles ne sont pas obligatoires, et l'accord d'entreprise est là, en fait, pour empêcher l'employeur de prendre ce prétexte pour diluer la majorité d'élus qui seraient un peu récalcitrants ou contre la position de l'employeur. Voilà, pour les besoins du webinaire, donc c'est les différences, je viens de les brosser brièvement, hein, elles sont pas énormes, la procédure est relativement la même dans tous les cas. Donc pour les besoins du webinaire, je vais simplement partir sur un renouvellement des IRP.
Colomban, est-ce que tu peux zoomer Oui, un peu plus ton écran bien sûr, bien qu'on voit bien sûr. ce qui est affiché? Voilà. Là, c'est Parfait, bon? merci. Parfait. Parfait. Et puis je vais mettre mon écran là, comme ça j'aurai l'impression de m'adresser à la caméra. Oui, mais si tu fais ça, on voit Ah plus, oui, pardon. bah, on voit ton bureau. Effectivement. Donc je reste là, tant pis. Donc la 1re étape, hein, c'est de calibrer, la première étape du calendrier. Pour cela, il faut regarder la date d'expiration du mandat des représentants en exercice et il faut démarrer exactement 2 mois avant la fin des mandats. Donc là, je vais mettre par exemple, 1er mai ou 1er juin 2023. Pour connaître la fin d'expiration des mandats, en fait, hein, vous prenez la date des élections, des dernières élections, vous reportez de 4 ans, enfin vous comptez 4 ans et vous enlevez une journée. Deuxième question à se poser, est-ce qu'il y a des dispositions d'un accord d'entreprise ou d'un accord de groupe qui viennent encadrer les élections? Sur les petites structures, en général, vous n'en aurez pas. C'est rare d'avoir des dispositions conventionnelles sur, le nombre de délégués ou la durée du mandat, mais ça arrive, donc il faut quand même vérifier. Et sur les structures plus importantes, par contre, il est très fréquent qu'on trouve, par exemple, un accord sur une unité économique et sociale, une UES, ou sur, le nombre de sièges à mettre en place, ou éventuellement sur les collèges, et cetera. Donc important de se poser la question de savoir s'il y a des dispositions conventionnelles applicables au sens large et si on est dans une entreprise ou un groupe d'entreprises, il est très important également de se poser la question de la manière dont on va mettre en place le CSE. Est-ce qu'on le met au niveau de l'entreprise ou est-ce qu'on le met au niveau de plusieurs entreprises, l'UES, ou alors à l'inverse, une entreprise est très grosse, mais elle comprend des établissements distincts et on va mettre en place des CSE au niveau de chaque établissement avec un CSE central qui va regrouper grosso modo les questions, qui vont intéresser l'ensemble des établissements distincts. Ces questions-là, il est conseillé de les mettre en place, de les traiter par accord d'entreprise. Enfin, il est même fortement recommandé de les traiter par accord d'entreprise, à l'exception de l'UES quand on se trouve dans les petites entités. Les groupes de petites entités, pour être plus précis. Pour mettre en place une unité économique et sociale, il y a 2 choix. Soit un accord d'entreprise, soit une décision judiciaire. La décision judiciaire, elle se prend par voie de requête. Donc l'employeur écrit, monte un dossier, pas très lourd, hein. L'adresse, au président du TGI, je crois, je suis pas tout à fait sûr de ça, mais bon, adresse le dossier et le tribunal se prononce sur le dossier. En général, ça prend à peu près 3 semaines. C'est une procédure qui est assez simple et qui peut être beaucoup plus simple qu'un accord d'entreprise lorsque une entreprise n'a pas de délégué syndical, puisque les procédures sont plus complexes. Donc voilà, c'est pas parce qu'on voit décision judiciaire qu'il faut pas aller, utiliser ce biais-là. Une fois qu'on connaît le périmètre, donc soit qu'on est à la tête d'une UES, soit qu'on est, dans une subdivision de l'entreprise, on va déterminer le périmètre des effectifs, applicables pour ce CSE. Première question, quel est mon nombre de salariés en équivalent temps plein? Je vais mettre 100. Pour l'équivalent temps plein, on va compter tous les CDI. Vous comptez 1 par CDI, sauf s'ils sont à temps partiel. Dans ces cas-là, vous prenez au prorata du temps de travail. Quelqu'un qui est à 50%, vous le comptez, pour moitié. Vous prenez en compte tous les CDD au prorata de leur durée de présence sur les 12 derniers mois. Donc quelqu'un qui est là depuis 6 mois, vous le comptez pour 0,5. Également au prorata de leur durée de travail s'ils sont à temps partiel. Donc vous pouvez avoir quelqu'un qui est là de 6 mois à 50%, vous allez le décompter à 0,25. Les salaires des travailleurs temporaires doivent être pris en compte. Pareil pour les contrats de travail intermittent. Pour les salariés mis à disposition, donc vous les traitez comme les travailleurs temporaires. Et attention, une exception, vous ne prenez pas en compte les apprentis et les salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation. Par contre, ces personnes seront bien électrices, c'est bien des salariés. Pour procéder au calcul, il faut se projeter au jour du premier tour du scrutin. Et si vous avez plusieurs jours dans le scrutin, c'est le premier jour
du premier tour. Alors évidemment, au moment où vous faites votre procédure, vous n'êtes pas certain de votre effectif, c'est pas grave. Ce que l'on demande, c'est d'avoir une projection sur ce premier tour. Cette projection devra être, mise à jour en quelque sorte jusqu'au jour de la signature du protocole d'accord préélectoral. Si vous n'êtes pas certain du chiffre, c'est pas grave, sauf si vous approchez des bornes. En fait, à partir de ce chiffre-là va déterminer le nombre de sièges à pourvoir. Donc si vous vous retrouvez à côté d'une borne, par exemple 50 salariés, vous avez intérêt à bien préciser votre calcul pour être, en mesure de le défendre, notamment si vous êtes en deçà, dans le cadre pour défendre votre calcul, si, il est remis en cause ou, challengé dans le cadre de la négociation du protocole d'accord préélectoral, puisqu'il y aura un enjeu. Par contre, si vous vous trouvez entre 2 seuils, je sais pas moi, 115, et que vous savez, que voilà, vous êtes à 1 ou 2 près, ça va dépendre de la démission ou d'un départ, que vous anticipez, c'est pas grave. Ensuite, question suivante, c'est le nombre de cadres. Alors à partir de là, on ne parle plus en équivalent temps plein. Le seuil en fait qui nous intéresse, c'est 25. Si vous avez au moins 25 cadres au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, il faudra mettre en place un 3e collège. Donc je vais le faire pour les besoins, sinon vous aurez que 2 collèges. Et ensuite, vous allez comptabiliser, alors normalement vos électeurs, sachant que les électeurs, c'est les salariés qui ont au moins 3 mois d'ancienneté. Et vous comprenez donc les apprentis et les contrats pro dans ce cadre-là. Vous allez les répartir sur les 3 collèges: ouvriers et employés, les techniciens, les agents de maîtrise et les cadres. Si vous avez des salariés qui travaillent dans l'entreprise dans le cadre d'une mise à disposition, il faudra leur poser la question s'ils veulent voter chez vous ou s'ils préfèrent voter chez leur employeur. Par salarié, alors la jurisprudence est assez floue, on a une disposition légale, mais on n'a pas vraiment de précision derrière. En général, ce qu'on préconise, on parle des salariés qui sont vraiment intégrés dans vos équipes. Par exemple, je sais pas moi, un développeur qui est en mission chez vous depuis 12 mois. Si on parle du personnel de ménage qui intervient 1 heure par semaine, le soir dans vos locaux, on ne parle pas vraiment de mise à disposition. On va plutôt parler de prestation de service. Et dans ces cas-là, vous les comptabilisez pas. Après les effectifs, donc faut se poser la question des organisations syndicales présentes dans l'entreprise. Si vous en avez, alors par organisation syndicale présente, on va entendre si vous avez un délégué syndical, si vous avez un représentant de section syndicale, donc ça normalement vous êtes au courant, mais vous pouvez avoir également une section syndicale. Et là, vous n'êtes pas forcément au courant. Section syndicale, c'est 2 salariés qui sont syndiqués et qui se regroupent ensemble, c'est tout. C'est aussi simple que ça. L'impact est qu'il va falloir inviter les organisations syndicales présentes dans l'entreprise à la négociation du protocole d'accord préélectoral. Si vous faites du vote électronique, il faut avoir soit un engagement unilatéral, soit un accord. Alors pour être précis, la loi dit que le recours au vote électronique est possible si un accord d'entreprise ou un accord de groupe le prévoit, et à défaut d'accord, l'employeur peut procéder de manière unilatérale. Si on applique la jurisprudence, on va dire générale sur ce type de formulation, on considère qu'à partir du moment où vous avez un délégué syndical, il faut aller chercher un accord. Si vous n'avez pas de délégué syndical, vous n'êtes pas obligé de tenter une négociation avec les membres du CSE ou avec un salarié mandaté, vous pouvez passer directement sur une décision unilatérale. En fait, ça n'a d'enjeu que sur les grands votes, où il peut y avoir une discussion réellement sur l'opportunité du vote électronique et savoir si on va offrir ou ouvrir cette possibilité pour l'employeur. De toute façon, il y aura un deuxième volet au niveau du protocole d'accord préélectoral, puisqu'il faudra mettre en place les modalités de vote. Donc ce n'est qu'une ouverture. Autrement dit, pour les petites structures, c'est vraiment une formalité. En général, on recommande de faire une décision unilatérale, de la signer, de l'afficher, pas d'en faire une publication particulière pour une raison simple, c'est que, ça reprend la loi, le cahier des charges et que tout ça va être repris déjà dans le protocole d'accord préélectoral et que les salariés vont pas forcément comprendre.
Mais c'est un document obligatoire qui peut être demandé dans le cadre de la négociation, s'il y a un syndicat qui se présente par exemple, qui peut être également demandé par un inspecteur du travail ou le juge en cas de contestation des élections professionnelles. Donc ça coûte rien, il vaut mieux l'avoir dans le dossier. Alors une fois qu'on a déterminé le périmètre de nos élections, on va, regarder ce que nous dit la loi. Alors là, sur l'exemple que j'ai donné, on va avoir donc pour 100 salariés en ETP, 50 salariés, ce qui va me conditionner, puisque j'ai plus de 25, mon 3e collège. 3 collèges à 25, 25, 50. On va avoir 6 titulaires et 6 suppléants à élire. 3 collèges, ouvriers, employés, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres. On va avoir une répartition des sièges dans les collèges, 1 pour le 1er collège, 2 pour le 2e et 3 pour le 3e. Alors là, le logiciel a dû traiter une égalité, hein. La règle en fait ici, c'est une règle d'usage. Donc c'est la répartition, à la proportionnelle au plus fort reste. C'est-à-dire qu'on va à partir du en gros, on va mettre un siège, là où, enfin, on va répartir les sièges proportionnellement. Comme on tombe pas sur des chiffres, dans la plupart du temps, des chiffres ronds, on va regarder qui a le plus fort reste pour attribuer les sièges suivants. Cette règle, c'est une règle d'usage. Vous pouvez, en prévoir différemment si, par accord dans le cadre du protocole d'accord préélectoral ou même dans le cadre de la décision unilatérale. La règle d'usage, elle est calculée ici, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc on fait un ratio tout simplement, hein, et ensuite on attribue le nombre de sièges. Pour connaître le nombre de sièges à pourvoir, il faut se référer à l'article R2314-1, donc il est fonction de l'effectif, ici en équivalent temps plein. Vous trouvez ici les bornes dont je vous parlais tout à l'heure. Et un nombre de titulaires qui va être affiché, sachant qu'à partir du moment où vous avez X titulaires, vous aurez X suppléants à élire. On attribuera, enfin la loi attribue un nombre d'heures de délégation mensuelle par titulaire, avec un total d'heures de délégation qu'on trouve ici. Ici, on recopie exactement la loi. Vous pouvez, par accord d'entreprise, augmenter ou diminuer, ça faut le savoir, diminuer le nombre de titulaires. Alors, on a l'impression de mais pourquoi des représentants du personnel accepteraient la diminution du nombre de titulaires? C'est en fait dans un grand nombre de sociétés, on peine à chercher des candidats. Donc là où il devrait y avoir 4 titulaires par exemple avec 72 heures de délégation au total, on risque de n'avoir que 2 personnes qui vont se partager 20 heures. Enfin non, pardon, qui vont se partager 18 heures. Pour éviter ça, on peut donc se mettre d'accord pour dire qu'il y aura un nombre de titulaires qui sera inférieur, mais la règle étant qu'il faut maintenir le nombre d'heures de délégation totale. C'est une possibilité qu'offerte par la loi. Dans le cadre de la négociation, vous pourrez donc également modifier le nombre et la composition des collèges. Par exemple, dans mon exemple, imaginons qu'on estime que ça n'a pas beaucoup de sens de séparer les ouvriers, les employés et les techniciens agents de maîtrise. Ou alors, on est par exemple sous la convention collective bureau d'études, qui prévoit pas de distinction entre les ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise. Et plutôt que s'encombrer à faire des distinctions qui sont arbitraires ou peu compréhensibles par les salariés, on pourrait se dire, on fait un premier collège non cadre et un deuxième collège cadre. Il y a une seule règle d'ordre public, il ne faut pas toucher au troisième collège quand vous avez l'obligation d'en mettre en place. Vous ne pouvez pas modifier le nombre d'heures de délégation, sauf si vous voulez augmenter, ça c'est possible. Il est possible, alors il y a une règle qui a été mise en place sur en 2016 pour exclure le nombre de mandats successifs. Donc alors, je le connais pas tout à fait par cœur, mais je crois que c'est 50, ouais, c'est ça. En delà de 50 salariés, il y a pas de règle. On peut avoir des personnes qui se représentent tous les 4 ans. Au-delà de 300, c'est interdit de se représenter plus de 3 fois. Enfin, de faire 3 mandats successifs, pour être plus précis. Par contre, entre 50 et 300, c'est laissé au choix des négociateurs du protocole d'accord préélectoral. Donc, par défaut,
le nombre va être limité à 3, sauf si l'accord le prévoit. Enfin, on stipule autrement. On en vient aux modalités de vote. Donc vous pouvez faire du vote électronique, vous pouvez faire du vote papier, vous pouvez faire du vote par correspondance. Le vote électronique, je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir une décision unilatérale ou un accord d'entreprise pour y recourir. Le vote papier, il y a rien de spécial, il faudra juste prévoir les conditions, de manière un peu plus précise, parce que là, ça va dépendre de vous, dans le cadre du protocole d'accord préélectoral. Donc là, on parle de, la couleur des bulletins, où est-ce qu'on va mettre les urnes, comment on compose, le bureau, et cetera. Et le vote par correspondance, donc il est là, comme son nom l'indique, pour permettre aux personnes qui sont pas sur place de voter. Grosso modo, ça consiste à envoyer des bulletins avec des enveloppes dans une grande enveloppe aux personnes, absentes, donc longue maladie par exemple. Ces personnes vont renvoyer, une enveloppe que vous avez mise à leur disposition avec le bulletin de vote dans une petite enveloppe. L'enveloppe de réception va être remise aux membres du bureau qui vont l'ouvrir et mettre l'enveloppe qui contient les bulletins directement dans l'urne. C'est la façon qui est utilisée pour garantir le secret du vote. À aucun moment, on a quelqu'un qui va voir ce qu'ont voté ces personnes-là. Alors évidemment, quand vous avez du vote électronique, ça n'a pas beaucoup de sens de mettre en place du vote par correspondance, puisque par vote électronique, vous pouvez voter n'importe où, à partir du moment où vous êtes connecté à Internet. On envoie des identifiants en amont, donc un identifiant mot de passe, à partir duquel les personnes vont pouvoir se connecter à la plateforme. Là, alors je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Alors je vous montre vraiment le résultat, hein, global. Hop. Donc là, on est sur la plateforme de la configuration. On a un moyen de visualiser en fait ce qu'on est en train de faire. Donc les personnes vont se connecter avec leurs identifiants. Il doit y avoir un deuxième moyen d'authentification. On peut faire simple, on peut faire compliqué. Tout dépend du niveau de sécurité qu'on souhaite. À notre sens, chez Agrumes, on a plutôt tendance à faire des choses simples pour faciliter le vote. On part sur le principe que voilà, le vote n'a pas des enjeux tels qu'on va mettre des moyens importants, parce qu'il faut des moyens très importants pour essayer de le pirater. Donc l'enjeu premier, c'est quand même d'aider les gens à voter, enfin de faciliter le vote pour augmenter la participation. Donc au moment de la double authentification, on va demander une donnée qui est connue à la fois de l'employeur, comme ça il n'a pas besoin de la demander en amont, parce qu'on pourrait demander une question défi, par exemple, je sais pas moi, quelle est votre couleur préférée? On collecte l'information, l'employeur collecte l'information, nous la fournit, et ensuite on pose la question au moment de la connexion. C'est un peu compliqué, mais c'est faisable. Le plus simple pour nous, c'est de demander la date de naissance et le département de naissance. C'est des données que l'employeur a en paye, il n'y a pas besoin de les demander au salarié, et c'est des données que le salarié connaît. Au moment où il va se connecter, il peut se connecter dans le train, il peut se connecter, je sais pas moi, dans un bar en train d'attendre, et il aura certainement pas sa fiche de paie, par exemple, pour regarder son numéro de sécurité sociale, qui doit d'ailleurs ne pas être utilisé, ou son matricule paye. La date de naissance, département de naissance, il connaît. Il se connecte, ensuite il arrive sur cette partie-là, donc on va lui proposer en fait les listes. Donc là je suis sur un collège, élection des titulaires. Bon, c'est un peu test, j'aurais pu mieux préparer. On va avoir donc le nom des candidats sur la liste, sachant qu'une personne qui se présente seule, elle forme une liste, elle est toute seule, donc il n'y aura qu'un nom. On peut barrer, comme sur du vote papier. Donc les incidences, si la personne est barrée plus de 10% du corps électoral sur le collège considéré, pour simplifier, c'est comme si elle passait en fin de liste. Et il valide son choix et c'est terminé. Donc pour l'électeur, c'est ultra simple. L'autre avantage pour l'employeur, enfin il y a plusieurs avantages, mais les deux avantages principaux, il n'y a qu'un bureau de vote à mettre en place, à la différence du vote papier. Il n'y a pas besoin de mettre un bureau par collège. Ça a été validé par une décision de la Cour de cassation, 2017 je crois. Et le deuxième gros avantage, c'est que tout est fait automatiquement. Donc les CERFA sortent pré-remplis.
faut quand même les vérifier, hein, la machine, enfin, il n'y a pas d'erreur, hein, mais voilà, il y a quand même l'œil humain qui doit être là. Les membres du bureau doivent d'ailleurs signer les CERFA et c'est uniquement à ce moment-là qu'on pourra proclamer les résultats. Voilà, donc ça m'a permis un peu de balayer l'ensemble des opérations de vote. Donc, vous le savez, vous l'avez compris, il y a en fait 2 parties dans la procédure. Une partie où on va négocier le protocole d'accord préélectoral, c'est-à-dire une partie où on va fixer les règles de vote et une partie où on va réellement faire le vote. Donc là, je vais rentrer un peu plus précisément dans les étapes. Avec une particularité, cette fois-ci, je vais mettre moins de 20 salariés. Enfin, moins de 21 salariés. Puisqu'il y a une règle particulière que je vais aborder en première étape du calendrier. Alors, sur... qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'ai un bug. C'est l'effet des mots, toujours au même moment où ça arrive. Je me demande si c'est pas celui-là qui me perturbe le système. Sinon, c'est pas grave, hein, je vais l'évoquer directement. Non, j'ai un vrai bug. Bon, c'est pas grave. Le principe. Donc, première étape, informer les salariés sur l'organisation des élections. Donc là, cette étape, elle est relativement simple, hein. On n'a rien de particulier. On va juste indiquer aux salariés qu'on engage la procédure. On donne la date envisagée pour le premier tour, mais elle est sujette donc à modification, puisqu'on va négocier le protocole d'accord préélectoral, et évidemment, on va laisser la fixation précise de cette date à la négociation. L'objectif de cette étape, en fait, c'est de prendre date. À partir de là, on a 90 jours pour boucler le premier tour. En fait, le législateur a voulu empêcher que l'employeur lance les élections et puis laisse pourrir la procédure. Donc ici, on prend date et on engage la procédure dans un délai déterminé. Deuxième étape, alors on n'est pas obligé de les faire en même temps, mais on vous conseille de le faire. Il faut inviter les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et interprofessionnelles représentatives au niveau national à venir négocier le protocole d'accord préélectoral. L'invitation doit être envoyée 2 mois avant l'expiration des mandats. C'est pour ça qu'on vous propose de commencer exactement 2 mois avant. Donc là, on avait dit 1er avril, hein, si on veut pas cet avertissement. Alors oui, ça veut dire qu'il vaut mieux faire mon information avant. Voilà, en sachant que là c'est un samedi, mais c'est pas grave, vous avez le droit de travailler le samedi. Vous invitez vos organisations syndicales, c'est à vous de fixer la date. Alors ouais, peut-être pas 5 heures, parce que là, on risque de vous tomber dessus. Donc par exemple 14 heures. Le 18 avril, sachant qu'il faut au moins 15 jours entre la réception et la date de négociation. On parle de 15 jours ouvrés. Pardon, 15 jours calendaires. Il faut inviter, donc, je vous ai dit toutes les organisations syndicales représentatives au niveau national interprofessionnel et dans l'entreprise. Pour faire simple, ce qu'on vous conseille de faire, vous écrivez aux 5 centrales nationales. Donc c'est celle qui a été visée ici. Il s'agit de la CGT. Attendez, je vais me mettre, voilà. La CFDT, la CGT, la CGTFO, la CFE-CGC et la CFTC. Pour éviter les erreurs, parce que ça peut entraîner la nullité, on vous conseille d'écrire à Paris. C'est les adresses qui sont disponibles sur le site du ministère du Travail. On ne pourra rien vous reprocher. Si vous avez des représentants en interne, c'est obligatoire de les inviter également. Donc si vous avez par exemple un délégué syndical de la CFDT ou un représentant de section syndicale CFTC ou une section syndicale CGT, il faut les inviter. Ce qu'on vous conseille, c'est de remettre une copie du courrier que vous envoyez au niveau national, qui, elle, sera mise en place, envoyée par courrier recommandé, ce qui donne date certaine. Vous remettez une copie contre décharge et vous gardez bien la décharge.
Comme ça, si vous utilisez cette situation, enfin cette configuration, enfin cette solution, vous êtes conforme dans toutes les configurations possibles. La réunion, vaut mieux la préparer. Alors, si on est dans des petites structures, vous n'avez pas de représentants syndicaux, il y a peu de chances que quelqu'un se présente, mais c'est pas exclu, ça arrive de temps en temps. Vous pouvez aussi avoir des syndicats qui accusent réception et qui vous disent est-ce qu'on peut faire en visio? Ça, c'est une question récurrente. Il n'y a pas de règle en fait sur cette question-là. Il n'y a rien qui vous impose la visioconférence, mais comme c'est vous l'organisateur de la réunion, bah, c'est vous qui décidez. Donc si vous voulez éviter de tenir une réunion en visio avec un syndicat qui ne viendrait pas s'il n'y avait pas la visioconférence, vous pouvez très bien refuser. Alors essayer de donner un motif quand même. Vous pouvez dire que vous avez organisé la réunion en physique et que en général on dit par souci d'égalité entre les syndicats, tout le monde est invité en physique, on ne va pas faire des sections pour la visio. En général, c'est ce qu'on dit. Vous pouvez avoir aussi des syndicats qui demandent le protocole en avance. Aucun problème, c'est même plutôt une demande de bon sens pour qu'ils puissent préparer la réunion. N'hésitez pas à leur donner le projet, à condition de donner les mêmes informations à tous les syndicats, même ceux qui n'ont pas demandé. C'est important, le principe d'égalité et de loyauté dans les négociations conditionne la validité du protocole d'accord préélectoral. Préparer la réunion, on peut vous challenger également sur un certain nombre d'informations, surtout les effectifs. Donc c'est pour ça que je vous disais, si vous êtes proche de bornes et qu'il peut y avoir des enjeux sur le nombre de sièges à pourvoir, prévoyez les documents qui vous permettent de démontrer vos calculs. Il va s'agir du livre du personnel ou la DADS, si vous préférez, pour être en mesure d'établir sur un document officiel le nombre de salariés dans l'entreprise depuis les 12 derniers mois. Il peut s'agir également donc du calcul, également de la répartition des salariés dans les collèges. Donc il faut que vous soyez également en mesure d'indiquer dans quel collège se trouve chaque personne. Prévoyez également, si vous recourez au vote électronique, l'audit de vote qui est donné par le prestataire de vote. Donc comme je vous disais, c'est une obligation légale d'être expertisé par un expert indépendant. Prévoyez également d'avoir la décision unilatérale ou l'accord qui prévoit de recourir au vote électronique. C'est rare qu'on les demande, mais on ne sait jamais, il vaut mieux être préparé. Le jour donc de la réunion, soit des syndicats se présentent, auquel cas vous contrôlez bien l'identité des syndicats, il faut leur demander leur pièce d'identité, enfin sauf si c'est votre DS, mais si c'est des syndicats extérieurs, il faut demander leur pièce d'identité et surtout le mandat. Et regardez bien le mandat, il faut que ce soit le syndicat, donc un des 5 syndicats que vous avez invités, qui se présente aux élections, enfin qui mandate la personne pour négocier en son nom. C'est pas X salarié X de l'entreprise qui peut venir au nom de la CFDT. C'est la CFDT qui le mandate. Alors après, un salarié de votre entreprise peut aller demander un mandat à la CFDT locale, c'est possible. Et ça peut être une personne complètement extérieure à l'entreprise, ce qui est généralement le cas. Après, ensuite, c'est relativement simple, les syndicats. Alors, si c'est interne, ça va dépendre de vos enjeux internes. Si c'est des syndicats extérieurs, en général, ils sont juste là pour mettre un pied dans la porte, voir s'il n'y a pas possibilité de mettre un tract dans l'entreprise. Plus vous êtes gros, plus vous risquez de les intéresser. Mais en général, ils sont pas à vouloir vous mettre des bâtons dans les roues pour la rédaction du protocole d'accord préélectoral. Le mieux, c'est de faire comme chez le notaire, vous prenez votre document, vous le parcourez avec le syndicat, et le but, c'est d'avoir la signature au bout. Donc le document, il est relativement simple, il est là uniquement, et je répète uniquement, pour déterminer les conditions de vote, date et heure et lieu des scrutins, les effectifs, les sièges, les collèges, les heures de délégation, donc le nombre de membres à élire, comment on va répartir le personnel dans les collèges. On va parler également de la proportion de femmes et d'hommes dans chaque collège, puisqu'on doit avoir un nombre de candidats, donc alterné en fonction de la proportion. Le nombre d'heures de délégation, c'est important puisqu'il permet d'établir qu'on n'a pas diminué le nombre d'heures de délégation si jamais on a touché au nombre de sièges.
Les règles d'électorat et d'éligibilité, il y a eu un peu des mouvements, ces derniers temps sur les règles d'électorat. Vous pouvez retenir aujourd'hui qu'il faut avoir 3 mois d'ancienneté et que ceux qui représentent l'employeur peuvent voter. Donc le DRH, il peut voter, le chef d'entreprise, il peut voter, mais à condition qu'il ait un contrat de travail. Si c'est un mandataire social, il n'est pas salarié, il n'est pas électeur. Les éligibles, c'est les électeurs qui ont 12 mois d'ancienneté. Et là, pour le coup, on exclut les représentants de l'employeur. On ne peut pas à la fois être juge et partie. Et on va exclure également les conjoints, partenaires d'impact civil de solidarité, concubins, ascendants, descendants, frères, sœurs, alliés au même degré de l'employeur. On va déterminer la façon dont on va mettre en place les listes électorales et les délais d'affichage, les candidatures, comment on les reçoit. Vous pouvez être précis, vous pouvez dire qu'il faut mettre la candidature à monsieur untel par mail, par exemple. Établissez, très important, une date limite de candidature. C'est ce qui vous permettra de refuser celles qui arrivent trop tard. Sinon, donc, théoriquement, vous pouvez même les accepter juste avant le vote, alors que tout est mis en place. La représentation équilibrée des femmes et des hommes, je ne vais pas avoir vraiment le temps de les évoquer, mais grosso modo, vous avez un pourcentage, on va dire 60-40. Sur une liste, on va appliquer ce pourcentage. Donc, disons, sur une liste de 10, ça est facile, ça va faire 6 hommes et 4 femmes. Dans mon exemple, il faut que la liste commence par un homme, puisque c'est un surnombre. Ensuite, on alterne homme, femme, jusqu'à qu'il n'y ait plus de femmes. Et ensuite, on termine avec les hommes. Alors ça c'est hyper courant d'avoir des listes qui ne vont pas respecter la représentativité, la représentation équilibrée des femmes et des hommes. C'est pas forcément parce que les syndicats sont de mauvaise composition et veulent pas respecter cette règle-là. C'est simplement souvent qu'ils ne trouvent pas de candidats, femmes ou hommes, dans le nombre requis. Donc c'est très fréquent d'avoir des listes qui ne sont pas conformes. Vous, en tant qu'employeur, c'est pas votre problème. Vous devez accepter les listes, ou alors vous pouvez les contester devant le tribunal si le cœur vous en dit. En pratique, je vous recommande très très fortement de ne pas faire cela. C'est uniquement à un autre syndicat, s'il n'est pas content, d'aller contester la liste avant ou après le vote, sachant qu'il a 15 jours après pour le faire. En cas de contestation et en cas de remise en cause, qui sera normalement automatique, il n'y a pas d'annulation des élections. En fait, le juge va simplement supprimer l'élection de la personne qui a mal été positionnée. On prendra la personne suivante sur la liste, voire sur une autre liste, s'il n'y a plus de personnes disponibles sur la liste. Vous pouvez régler les règles de propagande électorale, donc ça sera plutôt sur les gros votes, évidemment. Là, on a mis une règle hyper générale. Il y a un point important à mettre quand même, c'est une date limite de la propagande électorale pour pas se retrouver avec de la propagande la veille du vote. Donc en général, 2 jours, 3 jours avant le vote, c'est pas mal. Le bureau de vote, il va être composé par défaut de 3 personnes, donc soit par collège si vous êtes sur un vote papier, soit pour l'ensemble si vous êtes sur un vote électronique. Donc on prend les 2 électeurs les plus âgés et l'électeur le plus jeune. Il faut que ça soit des volontaires. Si la personne plus âgée refuse, vous prenez le suivant sur la liste. Et il faut également qu'il y ait au moins une des personnes qui ne soit pas candidat, puisque le président ne peut pas être candidat. Pour les autres, il n'y a pas de problème. On va déterminer donc les modalités de vote. Là, j'ai mis du vote électronique. Mais si c'était du vote papier, on parlerait de la couleur des bulletins. La règle du nombre de mandats successifs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, c'est des règles classiques sur la proclamation des résultats, comment ça va se passer, et la publicité de l'accord. En cas de désaccord, il y a un peu de flou là sur cette notion-là. Si jamais il n'y a pas de protocole, mais quelqu'un est venu négocier, normalement, il faut passer devant la DRET. Le texte dit très exactement que la DRET, donc la direction régionale l'autorité administrative. Le texte dit très précisément que la DRET se prononce sur... alors si je dis très précisément, je vais aller voir ce qu'il dit exactement. Hop. Voilà, il va se prononcer sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux.
Donc dans certains cas, on va avoir un refus de signer parce que, par exemple, ils veulent pas du vote électronique. Normalement, on ne devrait pas avoir à passer devant la DRET puisque la DRET se prononce pas sur cette question-là. Sachez également que la DRET, elle a 2 mois pour répondre, mais franchement, en pratique, ça traîne. Donc vous pouvez avoir une réponse assez rapide, hein, je veux pas préjuger de l'action des DRET, mais bon, en pratique, on a souvent des procédures qui sont retardées de plus de 2 mois. Donc à vous de voir s'il y a un risque réel de contestation. Vous pouvez très bien, passer en force, hein, et passer par une décision unilatérale directement. Mais si ça touche donc la répartition des sièges entre les différentes catégories ou la répartition du personnel dans les collèges électoraux qui est un véritable enjeu, allez devant la DRET. Mais prévoyez quand même ce délai. Une fois que vous avez votre protocole, donc soit la décision de la DRET, soit le protocole d'accord préélectoral négocié avec les partenaires syndicaux, soit les dispositions unilatérales parce que personne n'est venu négocier, vous informez les salariés sur les modalités du scrutin. Vous avez votre date limite de dépôt des candidatures qui arrive. Donc vous attendez cette date-là pour voir s'il y a carence ou si vous lancez le vote. À partir de là, vous affichez les candidatures, vous préparez le vote. Donc sur du vote électronique, c'est assez simple, hein, c'est une réunion de seulement qui s'organise en visioconférence avec les membres du bureau, avec les membres du CSE présents et l'employeur. On monte la plateforme de vote, on fait un vote test, on forme les membres du bureau et on scelle les urnes. Ça prend à peu près 1 heure, pas bien méchant. Une fois que c'est paramétré et scellé, tout est automatique. Le premier tour va s'enclencher automatiquement à l'heure et au jour prévu. Ça se clôturera automatiquement à l'heure et au jour prévu, sachant qu'on peut mettre plusieurs jours entre le début du premier tour et la fin du premier tour, c'est pas un problème. En général, on a 2 jours, enfin entre 1 ou 2 journées sur la plupart des votes. On conseille 2 jours si vous avez des salariés qui sont pas forcément, enfin si vous avez des horaires décalés. Ça peut être soit parce que vous avez des gens en télétravail, soit parce que vous avez des gens qui travaillent la nuit, soit parce qu'il y a des gens qui sont en congé ou qui ont du RTT ou qui se déplacent. Le but étant de permettre à chacun de pouvoir voter soit chez lui, soit au travail. Après voilà, c'est une préconisation, hein, il n'y a rien d'obligatoire. Vous affichez les résultats. Pour le premier tour, il y a un quorum. Il faut qu'au moins la moitié des électeurs inscrits aient voté. Donc on ne peut pas. Ah oui, le premier tour était réservé aux syndicats. Donc c'est pour ça qu'il y a cette règle de quorum. On ne veut pas qu'un syndicat puisse être élu avec une voix, s'il n'y a pas de légitimité ou de représentativité de ce syndicat dans l'entreprise. S'il reste des sièges à pourvoir, alors soit parce qu'il y a eu carence, soit parce que les syndicats n'ont pas présenté suffisamment de candidats, soit parce que il y a eu personne. Dans ces cas-là, on organise un second tour pour lequel il n'y aura pas de quorum, il suffit d'une voix pour être élu. Le deuxième tour s'organise exactement dans les mêmes conditions que le premier tour, à une différence fondamentale, tout le monde peut se présenter. Les syndicats qui se présentent en tant que syndicats sur des listes sont tenus de respecter les règles de représentativité homme-femme dont on parlait tout à l'heure, pas les candidatures libres. Donc les gens peuvent se présenter tout seuls, il n'y a pas de problème. On considère qu'ils font une liste en fait. Une fois qu'on a terminé, donc on décèle les urnes, on dépouille, donc par vote électronique c'est automatique, on obtient les CERFA, on les vérifie, les membres du bureau les signent, attention c'est bien dans cet ordre-là, les membres du bureau les signent et ensuite vous pouvez proclamer les résultats. Alors aujourd'hui la proclamation elle ne se fait pas avec un tambour qui va aller sur la place de l'église, hein, mais il y a quand même, ça peut être matérialisé par un affichage ou l'envoi des résultats par mail. Donc faites attention de bien avoir les CERFA signés avant puisque ce sera une clause de nullité. Il faut informer le CTEP, qui est le centre de traitement des élections professionnelles qui se trouve à Rouen. Le CTEP va simplement collecter les informations et va utiliser les données du CERFA pour le premier tour titulaire pour déterminer la représentativité des syndicats au niveau national. Le CTEP va communiquer également les documents à l'inspecteur du travail. Vous n'avez plus à le faire. C'est une obligation qui était en 2019. Maintenant, il n'y a plus besoin de le faire. Il faut également informer les organisations syndicales qui se sont présentées à la négociation ou qui ont présenté leurs candidats aux élections. Et c'est tout. Et après, vous passez sur la première réunion. Mais ça pourrait faire l'objet d'un autre webinar. J'ai bien rempli mes temps. Parfait Colomban, pile Mmh. poil 45 minutes. On a eu quelques questions pendant le Ouais, vas-y, live. vas-y, lance.
Si en attendant aussi vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas, là on est dans le temps, questions-réponses, ça peut être vraiment, sur tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. La première question, c'était de Stéphanie qui nous demande: «Pour le renouvellement du CSE, il faut anticiper de 2 mois. Mais si le seul titulaire démissionne, on ne peut pas anticiper. Dans ce cas, date de fin de mandat égale départ de l'entreprise?» Non, date de fin de mandat égale date de fin de mandat. Alors dans cette situation, il y a quand même, en opportunité, alors ce qu'il faut savoir, les élections partielles, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais vous n'êtes obligé de les organiser que si l'événement, donc disparition de la moitié des titulaires ou de l'ensemble des élus d'un collège, arrive plus de 6 mois avant la fin des mandats. Donc si ça arrive dans les 6 derniers mois, pas de problème, vous pouvez attendre la fin ou vous pouvez organiser des élections directement, pour la globalité, c'est-à-dire un renouvellement total. Si vous n'êtes pas dans ce cadre-là, logiquement, si vous suivez strictement la loi, il faut faire des élections partielles. L'avantage des élections partielles, c'est que c'est simple, vous sautez toutes les cases qui sont avant le protocole d'accord préélectoral et vous allez simplement informer, les salariés que vous lancez les élections, voire les syndicats si vous le souhaitez et ensuite, vous organisez votre 1er tour où il y aura personne probablement et votre 2e tour. Le problème, c'est que les élus le sont pour la durée du mandat restant à courir. Donc si vous êtes à 8 mois, vous allez élire des gens pour 8 mois. Ça n'a pas beaucoup de sens. En général, on préconise de passer directement sur un renouvellement, même si la loi, normalement, impose des élections partielles. On imagine mal, des salariés ou des syndicats, ou l'inspecteur du travail, vous faire grief de cette décision. D'autant que, de toute façon, vous n'aurez pas d'épée de Damoclès sur la tête, tout le long de la mandature. 15 jours de prescription à la fin suivant la proclamation de résultats et c'est terminé. Merci Colomban. Stéphanie, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si la réponse vous convient ou si vous avez d'autres questions. On y répondra également. Ensuite, c'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque de la part de Nathalie qui nous dit: «Pour le vote électronique, il faudra également envisager un accord ou une charte dans le cadre préparatoire des élections professionnelles». Attends, redis s'il te plaît. Pour le vote électronique, il faudra Oui, également envisager un accord ou une charte dans le cadre préparatoire des élections professionnelles. oui, tout à fait, c'est la décision unilatérale dont je parlais, donc qui est prise soit par accord, soit par DUE. Voilà. Là, c'est un dernier commentaire de Charlène, qui en profite pour faire une remarque. Il n'y avait pas de bug quand tu as fait la procédure, sur les entreprises de moins de 20 salariés. C'est que tu as entré un nombre de salariés dans, le nombre de cadres au lieu des ETP. Ah! Voilà, c'était juste une erreur de frappe. Ah mais j'en ai pas parlé. Attends, j'en ai pas parlé parce que là, il y a 2 On a semaines, on j'ai a posé encore ma quelques déclaration minutes donc comptable. tu peux Ouais, tu peux y aller. oui, effectivement, je suis bon. Hop, calendrier. L'œil affûté, Charlène, hein, parce que je suis allé vite. Donc voilà, c'est ça, Bravo l'article Charlène. L23-14-5 du code du travail. Alors on a voulu le législateur a voulu simplifier les choses. En fait, il a pas du tout simplifié. L'idée, c'était de dire: «Bah, vous êtes, une petite, société, on va essayer d'éviter que vous convoquiez les organisations syndicales représentatives à venir négocier un protocole préélectoral parce qu'ils vont pas venir, parce que ça va augmenter votre calendrier et puis de toute façon, vous aurez peut-être pas de candidat». Donc l'idée, c'est, lancer une information de l'entreprise, on attend 90 jours, 30 jours et si au bout de 30 jours, personne ne se porte candidat, vous pouvez passer. Non, la loi ne dit rien, vous êtes dispensé, point. En fait, vous êtes dispensé d'inviter les organisations syndicales et la loi va pas plus loin. Donc il y a eu un gros débat sur savoir, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, on saute l'étape du protocole, on établit les dispositions unilatérales, mais on fait quand même un premier tour? Ce qui a pas de sens. Vous avez pas informé les syndicats, donc personne va savoir, aucun syndicat va savoir qu'il peut présenter des candidats. Ou alors on passe directement au 2e tour. C'est pas ce que dit la loi, mais voilà. Ou dernière solution, personne se présente, hein, logique, on fait une carence. C'est la position qu'a pris, l'administration du travail, qui a jamais été validée, en tout cas à ma connaissance. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de littérature sur la question, donc chaque praticien a sa position, qui va défendre plus ou moins bec et ongles. Franchement, en pratique, en tout cas de notre point de vue, on a fait plusieurs centaines d'élections sur ce cadre-là. On n'a jamais eu la moindre contestation en passant directement à la carence.
Si vous passez directement la carence, bah, on pourra vous le reprocher, mais vous avez quand même la pratique et surtout la position de l'administration du travail qui sera derrière vous. Et le pire qui peut vous arriver, c'est de devoir organiser les élections. Donc, pas besoin de chercher midi à 14h. Nous, on vous conseille directement d'interrompre les élections, de dresser un procès-verbal de carence. Voilà. Nathalie me redemande, concernant la alors pardon, je relis la question. Concernant le nombre de TP qui peut être différent du nombre de salariés pour la répartition dans les Oui, tout collèges à fait. et qui n'ont pas la même vocation. ETP pour établir le nombre de sièges. Je remonte, alors la question était alors je sais plus à quel moment on était dans le webinaire. Il peut y avoir en conséquence des différences entre le nombre d'ETP et le nombre de salariés dans l'entreprise qui pourraient apparaître notamment de l'EPAP. Oui, en fait, mais enfin, normalement, vous devriez pas avoir le même nombre, hein. L'ETP, donc, on a dit, ça sert uniquement à déterminer le nombre de sièges et vous n'avez pas les apprentis et les contrats pro à l'intérieur. Par contre, sur les collèges électoraux, donc si vous faites la somme des gens que vous mettez dans les collèges, vous n'allez pas avoir de calcul en ETP. Vous n'allez pas avoir les salariés qui ont moins de 3 mois d'ancienneté, alors qu'ils sont compris dans l'ETP, hein. Et vous allez avoir les contrats pro et de professionnalisation qui, eux, ne sont pas compris dans l'ETP. Voilà, je vous le fais simple, hein. Mais normalement, vous devriez pas avoir de concordance entre ces chiffres-là. La pratique est un peu différente, hein, enfin, on voit un peu tout et n'importe quoi. C'est pas grave, enfin, c'est pas grave. C'est pas grave tant que c'est pas challengé. La seule règle d'ordre public, c'est l'ETP. Ensuite, quand vous répartissez vos personnes dans les collèges, ça va n'avoir d'incidence que si pour la répartition des sièges entre les collèges. Et je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit que c'était une règle d'usage. Donc si vous avez un chiffre qui est différent et que ça impacte cette règle d'usage, de toute façon, cette règle, c'est vous qui la fixez. Donc tant que vous n'avez pas de contestation là-dessus, vous faites comme vous voulez. Il y a très honnêtement, ouais, il y a peu de contentieux là-dessus et quand vous avez des discussions, c'est qu'il y a des enjeux politiques et qui vont être, sur des organisations, enfin qui vont être entre organisations syndicales. Ça peut arriver que ça concerne l'employeur, mais, en général pas trop. C'est en gros, c'est la CFDT qui fait ses petits calculs et elle voit qu'elle va avoir un siège de plus ou alors à l'inverse que, la CFE-CGC qui a pas de candidat dans son premier collège, va essayer d'attraire des personnes du premier collège dans le deuxième collège, par exemple. Mais voilà, sauf vraiment, enjeu politique interne, ça n'a pas d'incidence. Je suis allé peut-être un peu loin par rapport à la question? Non, c'était très bien. Du coup, Nathalie a répondu, en même temps que certaines organisations syndicales ont des fois du mal à appréhender cette différence, mais qu'elle était pour le Ah coup ouais, bah, ça d'accord. c'est c'est mais même des employeurs, même des conseils, hein, d'ailleurs. En fait, c'est pas défini dans la loi. La loi, elle dit ETP là où il y a ETP, mais sinon elle dit rien et voilà, il y a des pratiques, enfin, qui sont déjà enfin, il y a des praticiens ou des avocats aussi, hein, qui ont un peu tendance à prendre l'ETP et à le diviser, quoi. Super. Alors, Colombe, on va reprendre une question. La première question que tu avais eue, c'était de Stéphanie. Pour te resituer, c'était par rapport au renouvellement, l'anticipation de 2 mois et que si le titulaire démissionnait. Stéphanie nous a apporté des éléments, complémentaires en nous disant que le titulaire démissionne mi-mai et que son mandat prenait fin mi-décembre 2023. Du Bah, coup, normalement, c'est élection partielle. voilà ce qu'elle dit. Ah Du coup, pardon, si vas-y, je tente un termine re ta question, ouais, ouais. Mmh. on a la fin Mmh. du message. Du coup, Mmh. si je tente un renouvellement pour 4 ans au lieu de faire des élections partielles, quel est le délai pour respecter ces fameux 2 mois? Normalement, il faudrait faire des élections partielles. Mais franchement, enfin là, j'imagine que l'entreprise, elle est pas c'est une petite société, qu'il y a pas de syndicat à l'intérieur. Même s'il y avait des syndicats, il ne devrait pas y avoir de compétition entre candidats. Faut pas chercher, faut pas mettre en place des élections pour 8 mois, ça a pas beaucoup de sens. Donc vaut mieux le mettre à un renouvellement directement. Donc repartir pour 4 ans, mais pas attendre la fin du mandat par contre. Je vois qu'elle est en train de rédiger sa réponse. En attendant, on n'a pas de nouvelles questions. OK, je vous remercie, parfait. Si jamais c'est encore le moment, on a encore quelques minutes. J'en profite pour dire que de toute façon, je vous enverrai le webinaire par mail, dans les jours à venir et que je vous mettrai, nos coordonnées dans le mail. Donc si vous avez la moindre question ou que vous souhaitez organiser vos élections par vote électronique, vous pourrez nous contacter, ce sera avec grand plaisir. Et je n'ai pas l'impression qu'on ait plus de questions. Heu,
De toute façon, vous pouvez toujours nous contacter après, il y aura pas de souci, on pourra répondre. Je vois qu'on a Nathalie qui est en train d'écrire un petit mot. Merci pour l'intervention. Super, bah, avec grand plaisir en tout cas. Eh ben, Heu, bah, je pense merci à tous. qu'on peut clôturer ce webinaire du coup, Colomban, je sais pas ce que tu en Ouais, penses? bah, Super. je pense qu'il est l'heure d'aller manger. Il est l'heure d'aller manger, c'est ça, tout à fait. Eh bien, merci en tout cas à tous Mmh. d'avoir participé. On espère que ça vous a plu et surtout, bah, n'hésitez pas à nous contacter, à la fin de cet événement. Merci, bah, bon appétit et bonne journée.